À tous. On a pris un petit peu de retard, mais c'est normal, c'est le quart d'heure catalan, bien connu dans notre département et qui nous appartient. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle de l'Union pour parler, discuter et pour pouvoir émettre des avis sur la construction de ce fameux pont et fameux deuxième pont de Céré. Alors tout d'abord, nous avons créé un collectif, lequel collectif est composé. Alors je vais vous lire la lettre que nous avons adressée. C'est pas très long, mais c'est quand même fort intéressant, je pense, que nous avons adressé à Monsieur le Préfet, que nous avons adressé à nos deux sénateurs, que nous avons adressé à Madame la Présidente du Conseil départemental, que nous avons adressé aux 24 communes qui avaient mis en place la votation citoyenne. Alors tout d'abord, les présentations. Nous sommes un collectif d'associations qui défend l'idée que le nouveau projet de pont sur le Tech est un projet nécessaire et d'utilité publique et qui, pour l'heure, se compose de Parole de Cérétan, une association citoyenne qui regroupe 82 membres et qui a collecté 800 pétitions en faveur du pont. Le GETO, le groupement économique Tech-Ulrich, représentant une centaine d'entreprises et comptant plus de 1000 salariés. La CAC, l'association des commerçants et artisans de Céré, regroupant la quasi-totalité des commerces et artisans de centre-ville. Notre but est de prévoir et d'anticiper pour l'avenir de notre ville et plus généralement de notre vallée. Et bien sûr, nous ne pouvons nous satisfaire de la dernière décision bâclée par un gouvernement démissionnaire au sujet de ce projet. 60% de la circulation actuelle sur le pont n'est qu'une circulation de transit inutile qui pourrait être captée par le nouveau pont. Aussi, mettrons-nous tout en œuvre en cette fin d'année 2024 et en 2025 pour manifester et faire entendre nos voix au plus haut sommet de l'État pour inverser un non-sens. Un non-sens et un déni démocratique. Alors que nos élus nationaux se targuent de vouloir intégrer les citoyens et les élus locaux à la gouvernance au plus proche du terrain, alors que le peuple s'est exprimé sans ambiguïté en faveur de ce projet par une consultation citoyenne sur 24 communes du Val-Espire en date du 29 et 30 janvier 2022, avec une participation de 20%. Il est à noter qu'elle est importante pour ce type de vote, et un vote favorable à 56%, et pour serrer un pourcentage de 61,5% de oui pour 33% de participation. Par ailleurs, lors des dernières élections municipales, il y avait 3 listes engagées et les 3 étaient favorables à la construction du pont sans aucune restriction, parce que dans le même temps, elles étaient aussi favorables à la création d'un PAEN sur le Palau, terre agricole à l'irrigation située à l'entrée de Céré, et favorables aussi, au travers du nouveau PLU, à réaliser une petite réserve foncière sur Nogared, directement desservie par le nouveau pont. Une hérésie et une gabegie financière. Alors que nos finances nationales sont au plus mal, pour les études et acquisitions foncières, 2,8 millions ont déjà été dépensés par le département et les dépenses de la communauté de communes du Val-Espire sont à ce jour de 1 million d'euros. Alors que le financement est assuré pour 30 millions d'euros, tout cela mis à la poubelle. Quel gâchis de plus! Quelques millions supplémentaires seront engagés par les collectivités territoriales pour les abords et des aménagements complémentaires, alors que le monde du BTP souffre et cherche de l'activité pour 2025. Un enjeu social et de santé publique. Que dire du ressentiment des résidents de l'avenue des Aspres, RED 115, 20 000 véhicules jour? Que dire de ceux de l'avenue Maréchal Foch et Déodat de Séverac, RD 618, 13 000 véhicules jour, qui supportent jour après jour pollution, bruit, gaz d'échappement sur ces axes dangereux, accidentogènes. Nous laissons là se créer des quartiers abandonnés, défavorisés, révoltés. Comment leur expliquer que pour un éventuel impact sur nos loutres et tortues
momentanée, limitée dans le temps à la seule construction du pont. Eux, c'est durablement, définitivement, que leur calvaire va continuer. Que dire de la nuisance et de la sécurité des 19 bus scolaires et de leurs 4 allers-retours quotidiens qui empruntent des rues et axes inadaptés alors que le pont serait une alternative logique à leur circulation? La sécurité durable de tous. Que dire du besoin de travaux sur le pont béton armé construit en 1939, dont la durée de vie est comprise entre 80 et 100 ans et qui, selon les experts, arrive en fin de vie et a besoin de travaux importants pour le prolonger. Les travaux prévus demanderont une coupure jour et nuit de la circulation pendant plus de 1 mois. Par où se fera le flux de circulation pendant ces travaux? Avec quelle sécurité pour les villages traversés? Comment les pouvoirs publics comptent assurer la continuité du trafic quotidien? Comment comptez-vous assurer la sécurité, pérenniser la desserte économique pendant ces travaux indispensables à très brève échéance? Comment comptez-vous assurer une sécurité durable sur une vallée avec un seul point de franchissement du TEC en cas de crise majeure qui pourrait affecter l'axe actuel, véritable goulot d'étranglement de la vallée? Que dire sur la création en parallèle au pont d'une voie cyclable qui amènerait les chalands et les salariés à venir dans notre espace commercial et industriel sans risquer de se faire découper sur la départementale actuelle? Que dire d'une entrée indigne d'une sous-préfecture et d'une arrivée chaotique vers le centre-ville ponctuée de minuscules ronds-points? Pour tout cela, monsieur le préfet, investi par l'opinion publique et la voix du peuple, nous vous demandons instamment de reconsidérer votre position et d'intercéder auprès des différents ministères concernés pour que l'utilité publique nous soit rendue. Tous ces questionnements font émerger une profonde incompréhension, un sentiment d'injustice et une plus grande défiance encore envers l'État centralisateur et jacobin qui dit mais n'applique pas. Comment pouvez-vous justifier la décision inique de ne pas considérer ce futur ouvrage comme d'un intérêt public majeur? Nous restons bien évidemment à votre disposition ou celle de vos services pour présenter nos arguments et dossiers dédiés pour que les recours gracieux déposés par nos élus soient acceptés et ce dossier réexaminé dans l'intérêt des humains d'une vallée trop souvent oubliée. Et n'oubliez pas que gérer, c'est prévoir. Voilà ce que le collectif a écrit et voilà ce que le collectif a envoyé à monsieur le préfet. Alors, je remercie ce soir les gens qui participent à nos côtés. Michel Coste, maire de Céré, président de la communauté de communes, qui est avec nous et qui présentera tout à l'heure, bien entendu, son opinion. Robert Garabé, maire de Saint-Jean et représentant ce soir du conseil départemental, qui a aussi beaucoup à dire par rapport à nous donner des nouvelles, etc. Par rapport, on le questionnera tout le long de la soirée pour qu'il puisse nous donner son avis. Cathy Deloste, la présidente du collectif et la présidente de Parole de Citoyens, et Nicolas Chicanto-Villan, qui est coprésident de la CAC de Céré. Marc Grenoux a été empêché par un problème professionnel. Je pense qu'il pourra nous rejoindre rapidement et ça nous permettra d'avoir aussi avec nous le président du GETO, le groupement économique Tech-Ulrich. Alors, bien évidemment, vous voyez un petit peu, c'est, je crois, un fait assez rare pour être remarqué et noté, quand 2 associations économiques de notre vallée, qui sont des poumons économiques de la vallée, et quand une association de citoyens se rejoignent pour défendre un projet, eh bien, je crois quand même qu'il y a matière à s'interroger, surtout quand les élus l'ont déjà approuvé et le portent et le soutiennent. Donc là, je crois que vraiment, on est dans quelque chose d'essentiel pour notre vallée. On est dans un équipement d'avenir. Et je vais juste vous lire un petit paragraphe pour nous présenter encore un petit peu plus. Vous trouverez, alors, la synthèse de la lettre comporte 4 points. Un non-sens et un déni démocratique, on en a parlé dans la lettre. Une hérésie et une gabegie financière. Un enjeu social et de santé publique et la sécurité durable pour tous.
vous trouverez les 4 points essentiels de notre engagement en faveur de la construction du pont de Céré. Les 4 sont d'importance égale et pas classés par ordre de valeur. Loin de toute considération politicienne et apolitique par essence, nous nous sentons légitimes, soutenus et accompagnés par nos élus et la population de la vallée dans notre bras de fer avec l'État. Amoureux de notre habitat, nous sommes vertueux et engagés pour l'écologie de notre territoire, en harmonie avec le développement économique raisonné et raisonnable. Et nous mettrons tout en œuvre pour que cet équilibre se perpétue, garantissant l'avenir des générations futures. Alors ce paragraphe, c'est pour moi la définition même du développement durable. On est dans le cadre vraiment du développement durable. Alors, maintenant qu'on vous a un petit peu présenté qui nous étions et quels étaient nos objectifs, je voulais aussi remercier, j'ai vu M. Puigmal tout à l'heure qui est là et qui est venu, et je tiens à le remercier et à le saluer chaleureusement d'être venu. Moi, j'ai des questions évidemment à vous poser. Et il y en a une qui me brûle les lèvres, c'est pour M. Michel Coste. Michel, je voudrais savoir, bien entendu, quelle est ta vision de maire par rapport à cet ouvrage et quelle est ta vision de conseil de président de la communauté de communes du Val-Espire. Mais avant tout, tu es un citoyen et on se positionne comme des citoyens. Si nous avons demandé à Cathy Deloste d'être présidente de notre collectif, c'est parce que nous voulions que ce soit les citoyens qui soient mis en avant. Je pense que là-dedans, c'est le citoyen qui est perdant. Et donc, Michel, d'abord, en tant que citoyen, et puis en tant qu'élu et responsable, je souhaiterais savoir ce que tu penses de tout ça. Merci. Alors, merci, bonsoir à toutes et à tous. Oui, il marche. Oui, merci, merci Jean-Jacques. Merci de nous avoir invités, alors le citoyen et l'élu, et je dirais, je parlerai en fonction de mon ressenti et ma fonction d'élu aussi, et de l'engagement du conseil municipal. Alors, je voudrais rectifier tes propos sur le positionnement de notre liste. Excusez-moi, monsieur, mais on vous entend. Le positionnement de notre liste au départ avait un positionnement qui était assez mitigé sur le pont, mais on a évolué favorablement au pont pour plusieurs raisons que tu as évoquées dans tes propos introductifs. C'est que quand nous avons pris nos fonctions, nous avons mis en place notre projet de territoire, notre projet de mandat, et sur ce projet de mandat, on s'est aperçu que ce pont devenait une réalité et essentielle pour le maintien de la centralité de notre ville, de la sous-préfecture et l'accès aux services publics. Est-ce que ce monsieur pourrait sortir, téléphoner à l'extérieur? Ça serait sympathique, parce que là, je l'entends et j'ai l'impression d'avoir Cognac G derrière. En tant que citoyen, il est important que notre sous-préfecture et notre ville soient accessibles. Et aujourd'hui, tu l'as dit, on n'a qu'un pont qui date de 1939, qui arrive en fin de vie. Et moi, d'entendre que c'est le 4e pont, c'est faux. C'est qu'on a un pont aujourd'hui sur Céré qui permet de desservir notre ville. Et l'entrée se fait en traversant le Tech. On va à Céré, on rentre dans Céré, on ne passe pas dans Céré. Donc on est obligé de franchir le Tech. Et ce pont, comme tu l'as dit, date de 1939. Il va avoir 100 ans. Il va avoir une révision, et Robert pourra en parler, qui va être conséquente, qui va mobiliser, qui va fermer l'accès pendant quelques mois. C'est plus de mois. Donc ça, c'est important pour la sécurité de l'accès à Céré et de la vallée. Mais moi, il y a un point qui est important, c'est que, et je vais revenir sur le projet de mandat, c'est qu'on a une vision maintenant de ce qu'on veut faire de Céré dans les 30 ans, 40 ans à venir. Et si on veut que nos enfants puissent travailler, puissent pouvoir vivre à Céré, il faut qu'on leur donne les moyens de l'accès et lutter contre ce qui est aujourd'hui les politiques d'aménagement qui favorisent les métropoles et qui abandonnent le milieu rural. Moi, je peux vous dire, depuis 5 ans que je suis maire, on se bat pour sauver la clinique. C'est un combat de tous les jours. On se bat pour qu'il y ait des médecins à Céré.
On se bat pour que le lycée puisse se maintenir. On se bat pour que le collège aussi. Voilà, on croit énormément au projet du deuxième collège au Boulou. Donc on se bat tous les jours, tous les élus de la majorité, tout le conseil municipal, j'englobe l'ensemble du conseil municipal, pour que notre vallée et notre sous-préfecture puissent être vivantes et pouvoir réussir. Je sais que vous, acteurs économiques, vous faites aussi tous les jours un combat pour maintenir l'activité de la zone économique Tech-Ulrich. C'est plus de 1000 emplois sur le secteur et c'est important. Et donc aujourd'hui, pour pouvoir que ces éléments-là puissent persister dans le temps et perdurer dans le temps, il faut qu'on puisse accéder à notre collectivité. Et donc ce deuxième pas me paraît essentiel, surtout que nous, et ça c'était un engagement, et là tu l'as dit, des 3 listes, c'était qu'il fallait qu'on protège le Palau. Ça c'était une volonté tous, de protéger nos terres agricoles du Palau. Donc c'est plus de 340 hectares qu'on a gelés au niveau du Palau, ce qui obère les possibilités d'aménagement futur de notre collectivité. Et on ne peut pas s'interdire dans le futur d'avoir des aménagements d'intérêts généraux que peuvent être, on l'a vu, la maison de retraite, puisqu'on a démarré le chantier sur Nogared depuis 1 an et demi. On l'inaugurera au mois d'avril, environ fin d'année 2025. Et donc il est clair aujourd'hui qu'il nous faut une deuxième entrée sur Céré. Elle ne peut se faire que sur la zone de Nogared, sur la zone est de la ville, et c'est là où pourra se faire le développement futur, mais un développement, tu l'as dit, qui sera modéré, puisqu'on a une loi qui nous impose, et cette loi va dans le sens de l'histoire, qui est la loi climat et résilience, qui impose aux collectivités de voir différemment l'aménagement d'une ville, c'est-à-dire construire la ville sur la ville et plus s'étendre, mais on a besoin de pouvoir accéder sur ces secteurs-là par une deuxième entrée à Céré qui se fera par ce pont. Ça permettra aussi de conforter l'extension de la zone Ulrich, puisque 5 hectares sont aujourd'hui en cours d'aménagement. C'est l'extension qui nous permettra de répondre aussi à la demande du territoire en termes de développement économique. Aujourd'hui, si on veut avoir un Céré fort demain, un Céré qui est une vallée qui existe et qui se développe de façon harmonieuse tout en respectant son cadre et son patrimoine, il faut qu'on puisse avoir cette deuxième entrée qui me paraît vitale. Il y a un autre point que je voudrais développer aussi, et ça c'est des discussions que j'ai avec les élus du Haut-Val-Espire et avec Claude Ferré, qui s'excuse, qui devait être là ce soir, mais il a eu des obligations aussi professionnelles et il n'a pas pu se déplacer, et qui est bien sûr favorable au désenclavement du Val-Espire. Si on ne fait pas ce maillon-là, ça veut dire que le Haut-Val-Espire, il n'y aura pas de suite. C'est-à-dire que si on loupe cet investissement, derrière, on ne pourra pas améliorer l'accès au Haut-Val-Espire. Il y a eu un premier maillon qui a été fait, qui était le contournement du Boulou. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour ce deuxième accès à Céré, et après, on pourra envisager des améliorations sur l'accès de Reynes jusqu'à Pras de Moyo. Ça, c'était des éléments que je voulais vous apporter et vous dire donc que le conseil municipal s'était donc porté favorable suite au référendum qu'il y avait eu en janvier 2022 de mémoire. Et je voudrais aussi revenir sur ce qui s'est passé au mois d'août, où je considère là qu'il y a eu un déni de démocratie. Parce que nous avons vu avec Robert pendant pratiquement 1 an, suite à ces différentes décisions qui avaient été prises au niveau du territoire, nous avons eu les différents ministres qui ont défilé. On avait vu Clément Beaune lors du congrès des maires de 2023. On a vu le ministre, je ne me souviens plus de son nom, Béchu. On l'a vu à 2 reprises. Et il y avait un engagement de leur part de venir discuter avec nous sur le territoire et de travailler sur ce dossier. Et c'était l'un comme l'autre, nous avait dit on viendra au mois de juillet 2024 discuter avec vous et prendre la décision, en sachant que c'était une décision éminemment politique, puisque l'avis du Conseil national de l'environnement était un avis consultatif. Vous savez ce qui s'est passé au mois de juillet, une dissolution, donc plus de ministre, donc plus de gouvernement. Et on a reçu un arrêté ministériel, qui était un arrêté ministériel signé au nom d'un ministre démissionnaire, par délégation. Donc on considère là qu'il y a, en plus de ne pas avoir respecté les engagements des ministres en termes de discussion et de ne pas avoir respecté aussi la mise en place et le résultat du référendum citoyen,
On pense qu'il y a eu un déni de démocratie et que c'est une décision, et tu l'as dit, qui a été prise en lieu au niveau à Paris, une décision jacobine, et que nous, gens du territoire qui défendons nos territoires au quotidien, on n'est pas écoutés par Paris et c'est dommageable. Il y a eu cet aspect-là, donc d'une signature qui n'était pas pour nous recevable, et de notre point, ce n'était pas une affaire courante. L'aménagement d'une vallée, pour moi, n'est pas une affaire courante, c'est une affaire politique, c'est une décision qui est prise sur le terrain avec les élus du terrain. Donc il devait y avoir une véritable concertation avec l'ensemble des élus, puisque des engagements avaient été pris par le gouvernement du moment. Donc voilà, donc nous, la commune de Céré, on a porté un recours au niveau de l'aspect, on va dire, de la forme, et le conseil départemental lui a suivi sur le fond. Voilà, j'en dirai pas plus, je suis à votre disposition pour des questions, voilà, et j'espère qu'on arrivera à renverser la vapeur, la décision qui a été prise par le ministère. Merci, monsieur le maire. Donc, Robert Garabé, évidemment, le conseil départemental, aujourd'hui, pose question aux citoyens lambda et pose la question de savoir qu'est-ce qui va être fait. Cette suite juridique a-t-elle des chances d'aboutir ? Je pense que le recours gracieux devrait être obtenu, mais après, derrière, quels vont être les recours ? Et puis surtout, effectivement, on a parlé que ce pont devait recevoir des soins, le pont actuel. Nous sommes peut-être un tantinet alarmiste, mais un tantinet simplement. Parce qu'effectivement, je crois que ce pont est quand même ancien et actuellement, l'actualité nous amène sur un plateau, si j'ose dire, puisque c'est la commémoration de la chute de ce pont dans le Tarn, je crois, qui avait fait malheureusement 2 victimes et un blessé grave. Et ensuite, on a aussi tout un tas de problématiques. Il y a eu des articles qui sont parus suite à ça, où effectivement, des éminents spécialistes du TP estiment entre 80 et 100 ans la durée de vie d'un pont, et qu'ensuite, il faut absolument faire des rénovations profondes. Alors voilà, un petit peu le sujet est planté. À toi de répondre. Oui, alors merci. Alors d'abord, je voudrais dire que, mais ça a été dit malgré tout, que je suis là avant tout en qualité de représentant de l'institution départementale, c'est-à-dire du département des Pyrénées-Orientales. Le département qui est le porteur de ce projet. Et parmi, évidemment, les porteurs de ce projet au sein de l'institution, je fais partie de ceux qui, évidemment, ont pénétré ce dossier depuis le début. Pourquoi le conseil départemental s'est-il intéressé à ce dossier ? Eh bien, pour une raison simple. C'est que sa vocation fondamentale, c'est de contribuer au développement harmonieux d'un territoire. Et en l'occurrence, du territoire des Pyrénées-Orientales. Il n'est pas normal que nous constations un seul développement important sur notre département, autour de Perpignan, et laisser quasiment en déshérence 2 autres vallées particulièrement importantes, celle du Tech et puis celle, évidemment, qui concerne la ville de Prades. Et notre conception, c'est d'assurer donc un développement harmonieux, certes Perpignan, mais aussi Céré et Prades et l'ensemble des villages voisins. Ce fut, au tout début, une réponse, le pont, à cette interrogation que nous avions. Et puis, évidemment, se sont ajoutées un certain nombre d'autres problématiques qui ont été évoquées, que monsieur le maire a évoquées, que Jean-Jacques, tu as évoquées, des problèmes de salubrité, des problèmes de sécurité, des problèmes de développement économique, des problèmes de transition écologique, ça a été dit, enfin toute une série de problèmes, et qui sont venus conforter la position de l'institution départementale quant à la réalisation de cette opération. Donc, j'ai noté exactement la date, dès 2001, pratiquement 2010, pardon, dès 2010, dont cette réflexion est née et s'est développée.
avec en 2011 une déclaration d'utilité publique. Une déclaration d'utilité publique des services compétents de l'État qui donnait la possibilité donc au département de réaliser les opérations d'acquisition indispensables à la réalisation de cette opération, mais également donc de commencer à envisager donc toutes les études donc indispensables. 2011, nous sommes en 2024. Se sont écoulées 13 années depuis. 13 années qui ne vont pas sans poser problème. Poser problème d'abord à l'institution départementale, le département, qui a mobilisé 30 millions d'euros pour réaliser cette opération. Et il faut savoir que le budget du département en investissement sur les routes, c'est pratiquement 30 millions d'euros. Et ces 30 millions d'euros, si nous ne les utilisons pas, ils partiront ailleurs. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il était souhaitable de les investir sur notre territoire pour assurer son développement sur le plan économique, social, etc. etc. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Une volonté politique du département, pour les raisons que je viens d'évoquer, la mobilisation d'un budget pour opérer sa réalisation, une procédure qui est en cours, que nous sommes en train de contester, ça a été dit notamment sur le fond, et que nous allons poursuivre dans le cadre de cette contestation. Et comme je le disais encore récemment au sein du département, si cette procédure n'aboutit pas, nous en lancerons une autre. Et très rapidement, prenant en considération toutes les difficultés qui ont pu être soulevées et qui ont constitué autant de pierres d'achoppement sur le chemin de la réussite de ce projet. En entrant dans cette pièce, je disais à un d'entre vous, il y a quelques années de ça, un certain nombre de nos concitoyens se sont opposés au tuyau du Rhône. Et maintenant, que se passe-t-il ? Tout le monde maintenant est en train de se poser de sérieuses questions. A-t-on bien fait de s'opposer à ce tuyau du Rhône ? A-t-on bien fait de mener des actions qui ont conduit finalement au fait que ce dossier n'a pas abouti? Eh bien, moi, je vous le dis dès ce soir, c'est ce qui risque d'arriver avec ce pont. C'est ce qui risque d'arriver avec ce pont. Et les risques, c'est quoi? C'est un appauvrissement de notre territoire, le développement d'autres territoires et le départ dans les années à venir des services publics fondamentaux qui permettent à un territoire de rayonner et de répondre aux aspirations légitimes de l'ensemble de ses citoyens. Il me vient à l'esprit deux situations particulières. Alors que j'étais au sein de mon administration, j'étais au ministère des Finances, et je me souviens, j'étais donc au conseil d'administration, et je me souviens, il y a déjà quelques années, que la question s'était posée du transfert de l'hôtel des finances de Céret à Argelès. Pourquoi ? Parce que les services publics de l'État se déplacent là où les besoins s'expriment avec beaucoup de force et de détermination. Et nous avions évoqué ce sujet, et puis pour différentes raisons, il a été abandonné. J'ai participé évidemment aux réflexions là-dessus pour qu'il n'en soit pas ainsi. Malgré tout, une partie de ces services sont partis. Une partie est partie. Il me vient à l'esprit également la problématique du lycée de Céret, où à un moment donné, de s'est posé la question de son avenir très, très sérieusement. S'est posé également différentes questions concernant les services publics, et notamment, crucial, la sous-préfecture de Céret. La sous-préfecture de Céret a failli partir, je vous le dis tout de suite. C'était déjà il y a quelques années. Il était question de supprimer une des deux sous-préfectures. Normalement, c'est celle de Prades qui aurait dû être fermée. Pourquoi ? Parce que les besoins qui s'exprimaient sur Prades, en termes administratifs, étaient inférieurs à ceux qui s'exprimaient sur Céret. Mais il se trouve qu'à Prades, il y avait une personnalité qui avait un rayonnement national déjà, et qui, évidemment, avait tout fait pour qu'il n'en soit pas ainsi. Il s'est posé la question,
s'est posé la question de la fermeture de la sous-préfecture. Et je vous le dis ce soir, comment ça s'est passé, comment a-t-on évité cela? Je vous le dis, mais ça vient en complément. Hein. Je ne m'égare pas du sujet, vous verrez, j'y reviens très rapidement. C'est parce que le conseil départemental est intervenu financièrement pour créer une nouvelle sous-préfecture. Je passe sur les détails, ce qui a permis de consolider la posture finalement que nous avions et qui a conduit l'État finalement à maintenir cette sous-préfecture. C'est dire que si nous ne mettons pas à la disposition du développement harmonieux de notre territoire, dans les années à venir, nous aurons des difficultés. C'est les patrimoines collectifs, mais ce sont aussi les patrimoines individuels qui seront en souffrance. Donc, il faut mettre tout en œuvre pour assurer ce développement respectueux de l'environnement. C'est une des pierres angulaires de la réflexion que nous avons engagée au conseil départemental, assurer le développement du territoire selon les trois pôles que je viens d'évoquer, à condition d'y mettre les moyens, mais dans le respect également de notre environnement. Alors, je réponds en même temps aux questions. Donc, la procédure, elle a été, c'est vrai qu'au même titre que la ville de Céret, nous nous sommes consultés à ce sujet. Donc, nous avons engagé une procédure pour traiter sur le fond ce dossier. La mairie de Céret, donc, au titre de la forme. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'abandonnerons pas ce dossier. Je fais partie de ceux qui le portent au sein de l'institution départementale. Je mesure les conséquences que pourrait avoir l'abandon de ce projet, l'abandon de la création de ce pont qui est indispensable, je répète, pour les zones de sécurité, etc., mais également pour le développement du Haut-Val-Espire, du Moyen et du Haut-Val-Espire. Il faut intégrer dans cette réflexion cette nécessité que nous avons de prendre en considération le développement d'un ensemble de territoires, et notamment du Moyen donc, et du Haut-Val-Espire. Dans ce dossier, on ne l'abandonnera pas. Nous allons maîtriser budgétairement le dossier de manière à pouvoir mobiliser les fonds indispensables dès lors qu'il y aurait donc les autorisations définitives pour sa réalisation. Et je suis persuadé que, contrairement à la problématique du tuyau du Rhône que nous regrettons maintenant, tout le monde se félicitera à ce moment-là de cette réalisation. J'ajouterai que toutes les études qui ont été opérées, qui ont coûté, tu l'as dit, les études et les terrains qui ont fait l'objet d'une acquisition, c'est pratiquement près de 3 millions d'euros. J'avais noté le chiffre, 3 millions d'euros. C'est 2,8 millions, mais enfin, si l'on prend tout en considération, c'est 3 millions d'euros qui ont déjà été investis dans cette opération, sans compter les efforts qui ont été consentis par ailleurs par la communauté de communes, donc du Val-Espire. Donc, c'est un pont qui fait 2,5 km. Pratiquement 2,5 km, qui va mobiliser une dizaine d'hectares, un peu plus d'une dizaine d'hectares. Et donc, plus de 60%, je l'ai noté, j'ai regardé le dossier avant de venir, seront artificialisés. C'est-à-dire qui n'aura pas un impact paysager, enfin un impact sur l'environnement particulièrement important, avec une volonté de respecter cet environnement et de tout faire au contraire pour encore l'améliorer. Contrairement à ce que j'ai pu entendre et encore il n'y a pas très longtemps. Donc, le coût de l'opération, nous l'avons dit. L'acquisition foncière, c'est 2,5 millions. Il faut savoir quand même que les propriétaires des terrains ont encaissé 2,5 millions dans cette affaire-là. 2,5 millions en foncier. Après, il y a plus l'intercommunalité. Alors, donc, voilà, tout ça pour dire, et puis on répondra évidemment à vos questions. Moi, personnellement, je mesure l'importance de cette réalisation. Je sais que si nous ne le faisons pas, nous aurons tous à le regretter. Et si nous ne le faisons pas, il sera très difficile par la suite de pouvoir le réaliser. Parce que ce sont des investissements importants. Il faut une volonté politique déterminée. Seule l'institution départementale peut le porter, mais je ne suis pas seul au sein du département pour évidemment porter ce projet. Mais il y en a beaucoup d'autres qui souhaiteraient avoir les 30 millions chez eux. Je ne fais pas un dessin. Merci de cette intervention.
Moi, quand même, j'ai une observation par rapport à ça, c'est que, comme certains d'entre vous le savent, j'ai été candidat, comme avec Patrick Puigmal, et j'ai peut-être la naïveté, mais la naïveté de croire que quand on se présente à une élection municipale de plus, ou quand on est conseiller départemental d'un territoire, on le fait pour le bien-être et pour l'avenir de ses concitoyens, autrement on ne se présente pas. Donc fatalement, eh bien, j'ai cette naïveté de croire que nos élus, et quand je vois qu'en plus ça touche tous les maires de la communauté de communes du Val-Espire et tous les maires de la communauté de communes du Haut-Val-Espire, je me dis quand même que ce projet doit avoir du sens. Parce que même si moi, en tant que citoyen, j'ai peut-être du mal à le voir, eh bien, je pense que je fais confiance à des personnes qui ont été élues et à l'ensemble de leurs conseillers municipaux, qui sont quand même fort nombreux sur les 2 intercommunalités, pour nous représenter et pour, eh bien, à un moment donné, donner un sens à notre territoire et donner une vie à nos citoyens. Et merci de le faire pour ça. Maintenant, nous allons passer la parole à Cathy Deloste, qui est notre présidente du collectif. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour mettre les citoyens en avant. Et donc, Cathy, elle connaît le dossier du pont, elle l'a fouillé, elle le connaît parfaitement, elle connaît les dates, elle connaît les tenants, elle connaît les aboutissants. Et moi, je voudrais revenir sur un point important, c'est le point de la santé et de la sécurité. Donc, Cathy, j'aimerais que tu nous parles de ce point vraiment particulier, qui, je pense, est le point sensible, parce que c'est le point où il y a de l'humanité, où il y a de l'humain. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train d'opposer l'humain et on est en train d'opposer certaines idées environnementales avec l'humain. Et ça, je ne pense pas que ce soit le développement durable. Alors, j'aimerais évidemment que tu nous en dises un mot. Bon, ça marche? Si, vous m'entendez là tous? Bon, très bien. Bonsoir à tous. On parle de développement durable, on parle d'humain, on parle de nature. Alors, pardon de parler dans un premier temps de moi, mais il faut que vous sachiez tous à quel point je suis attachée à notre environnement. Donc, en 2021, dès que, en fait, je me suis quand même beaucoup intéressée à ce projet de 2e pont sur Céret, pour Céret. Notre premier travail, et ça a été mon premier réflexe, ça a été d'aller, on entendait beaucoup de choses sur une destruction de notre environnement, quelque chose d'apocalyptique. Donc mon premier travail, ça a été d'aller au département sur rendez-vous, car le dossier n'était pas public, n'est toujours pas public, car il est en procédure, puisque la procédure continue. Et donc j'ai passé des heures avec des techniciens du département, et j'ai travaillé avec eux, j'ai lu attentivement toutes les pièces du dossier, j'ai vérifié ce que j'entendais et qui était faux. Et c'est un travail remarquable que j'ai trouvé avec des gens particulièrement impliqués. C'est pas avec c'est pas avec les patrons que j'ai parlé, c'est pas avec les directeurs que j'ai parlé. C'est avec les gens qui s'occupaient du dossier, les gens qui s'occupaient de l'environnement. C'était ceux qui avaient supervisé et collaboré avec des associations de protection de la nature pour tous les inventaires faunistiques, floristiques. On m'a indiqué les 4 différents schémas d'emplacement qui avaient été travaillés avant que le schéma définitif et l'emplacement définitif à un pilier près soient décidés. Tous ces emplacements avaient été étroitement travaillés par rapport au biotope et par rapport à la faune et à la flore du lieu. Donc, à titre personnel, jamais je ne me serais engagée dans ce combat en faveur de ce 2e pont si j'avais eu le sentiment, à un moment ou à un autre, que
notre nature allait être détruite, qu'il allait y avoir des impacts irrémédiables. Je crois que c'est dommage. Ce sont des personnes que nous n'avons jamais entendues. Ce sont des personnes pour qui chaque détail, chaque frayère, chaque gîte de ponte, parce qu'on parle de la loutre, on parle de notre tortue, mais il y a du lézard ocellé, il y a du barbeau méditerranéen. Enfin, c'est un secteur qui est riche. Tout a été répertorié, tout a été fait. Et même pour les travaux qui sont prévus du pont, ils sont prévus en fonction des saisons, puisque les inventaires ont été réalisés pendant 2 ans sur 4 saisons. Bref, j'ai trouvé, c'est peut-être un sentiment personnel, j'ai trouvé que c'était d'un sérieux. On y a travaillé quand même 2 fois de suite pendant 4 heures. Et à ma façon, c'est-à-dire de façon parfois un peu pénible, un peu rigoureuse, mais c'est comme ça. Voilà. Donc à partir de là, nous sommes en effet constitués en association citoyenne qui s'est appelée Parole de Cerretan. Et nous avons, au cours de l'enquête du PLU, émis notre avis. Et notre enquête s'est beaucoup basée sur, en fait, dans un premier temps, les personnes qui vivent au milieu d'un trafic incessant, dans une pollution monstrueuse. C'est 20 000 voitures d'un côté, c'est 7 000 rue du Pont-Neuf. C'est quand même la seule entrée de Céret. Il y a 7 000 voitures qui transitent dans une rue étroite où il y a à peine un trottoir. C'est les bus, c'est avenue Déodorat de Sévrac, c'est tous ces véhicules et une organisation impossible de circulation, mais impossible, irréalisable, avec des bus qui se croisent, avenue Déodorat de Sévrac, et qui 2 bus scolaires, quand ils se croisent, ils roulent sur les trottoirs. Il faut y vivre pour se rendre compte que c'est impossible à vivre, en fait, et qu'aucun plan de circulation, aucune organisation de circulation n'est possible si on ne dispatche pas la circulation, si on ne la rationalise pas, et si on ne permet pas aux gens qui habitent l'Ouest, en effet, d'arriver par notre vieux pont, et aux gens qui habitent l'Est de Céret, d'arriver par l'Est de Céret. Et la conclusion, en fait, elle en est très simple. C'est que de permettre une rationalisation du transport permet à mieux vivre dans les quartiers fortement impactés, mais et surtout, et combien, de sécuriser tous les transports, tous les piétons dans ces secteurs-là. Ça aussi, bien sûr, et c'est extrêmement important, pour objet de diluer la circulation qui se trouve actuellement sur notre vieux pont. Et comme nous en avons parlé, mais nous avions déjà soulevé le problème en 2021, nous avions déjà interrogé le département à ce sujet. Il va sans dire qu'un pont qui a aujourd'hui 80 ans, en béton armé, on connaît la durée de vie du béton armé, c'est de 80 à 100 ans, qui a été conçu dans les années 30, fini en 39, n'a jamais été conçu pour une telle circulation, une telle densité de circulation. Les pouvoirs publics, le service de département que nous avions interrogé à ce moment-là, donc nous étions en 2021, nous avaient aussi indiqué qu'il y a des facteurs aggravants pour la circulation de ce pont. Alors, ils sont au nombre de 4. Les normes environnementales ayant bougé, le poids des camions a augmenté. Donc, ce ne sont plus des petites camionnettes que nous avons, mais des gros camions. Nous savons tous à quel point le bassin d'Amélie est un bassin d'emploi avec Stérimed qui reçoit lui aussi des camions et qui a besoin de ces camions sur le pont. Donc, un facteur aggravant, le poids des camions. Facteur aggravant par rapport à l'état de notre pont, les embouteillages. En fait, un gros camion qui passe rapidement est moins dangereux pour la structure du pont
que des embouteillages qui font micro-vibrer le pont. Autre facteur aggravant, le changement climatique. Le béton réagit à des variations brutales de température comme à des variations, avec des sécheresses prolongées. Et dernier facteur aggravant, les graves défauts d'étanchéité encore aujourd'hui, mais qui étaient déjà en 2021, et qui donc, c'est du béton armé, tout le monde le comprend, donc il y a du béton et du métal. Notre pont n'est pas étanche, on peut tous le voir. Quand on voit des traces noires sur tous les joints du pont, mais ce sont des traces d'humidité. Le département avait prévu de faire des très gros travaux. Ça, c'était ce qu'il m'avait dit en 2021. Des très gros travaux, en fait, qui consistent à étanchéifier de façon importante ce pont, mais ils attendaient le deuxième pont pour pouvoir le faire. Et en attendant, nous l'avons vu arriver en 2021. Nous avons vu qu'on avait fait des petits travaux que le département considère comme pour permettre de durer un peu, justement, d'étanchéification des trottoirs et de la chaussée. Mais on a tous vu aussi, ce sont des petits détails, mais on a tous vu la mairie changer les jardinières en mettant les jardinières à l'extérieur. Bon, maintenant, il n'y en a plus pour des raisons d'économie d'eau. Mais il y a 3 ans, la mairie avait changé les jardinières et de manière à ce que l'eau des jardinières ne s'écoule pas sur le pont. Le problème d'étanchéité du pont est un vrai problème. En ce qui nous concerne, nous avons fait passer un ingénieur béton pour nous dire lui aussi ce qu'il pensait de ce pont. Pour cet ingénieur, oui, les travaux sont urgents. Oui, il faut absolument se dépêcher de refaire, alors rapidement, encore une fois, l'étanchéité de la chaussée qui, visiblement, les joints qui ont été faits il y a 2 ans recommencent à ne pas être en bon état. Et oui, il y a des traces d'humidité, il y a des fissures. Pour cet expert, seule une expertise approfondie des fissures. Alors maintenant, ça se fait sans qu'il y ait un petit peu à l'image de ce qui se fait en radiologie humaine. Alors ça se fait avec des moyens techniques assez poussés, mais une radiographie du pont permet, de voir quels sont les dégâts occasionnés par l'eau et de voir ensuite, en fait, de pouvoir donner la mesure des travaux à faire pour qu'il puisse perdurer ce pont. C'est l'objectif. Alors c'est vrai que le département attendait le nouveau pont puisque nous avons eu aussi confirmation, alors là c'est cette année, qu'en effet des travaux étaient vraiment prévus et que pour ce faire, il faudrait couper la circulation du pont pendant 1 mois et demi, mais en fait cette durée dépend de l'expertise approfondie des fissures et des dégâts occasionnés par l'eau sur le pont. Que dire d'autre? On a une vallée, une ville, un pont, il faut le réparer. C'est la sécurité. Moi, je vais parler surtout de la sécurité plus que de l'activité économique. Mais l'activité économique, c'est les emplois, enfin bon. Mais que dire de la sécurité de toute une vallée qui dépend d'un pont en mauvais état, qui est vieux et qu'il faudra à un moment réparer. Alors, ça serait un très bel exercice pour nos pouvoirs publics. J'aimerais, à la limite, pouvoir dire que ce sera facile. Je n'en crois rien. Je ne sais pas par où nous allons passer. Je n'aurai pas de réponse à ça. C'est à la préfecture qu'il faudra demander comment elle compte organiser ça. Pourtant, on a quand même une petite anecdote et Dieu sait que par rapport à cette coupure qui est prévue
et aux travaux qui sont prévus, ça n'est plus qu'une anecdote. Mais je me souviens aussi très bien du passage du Tour de France, lorsque Monsieur le maire a remercié les organisateurs du Tour de France. C'était devant le Pont du Diable. Et Monsieur le maire les a réinvités. Et là, avec courtoisie, mais non, ils ont décliné l'invitation. Et Monsieur le maire a dit « Oui, mais la prochaine fois, il y aura un deuxième pont ». Donc, on imagine en effet le casse-tête que ça a été pour le Tour de France. Un samedi soir, un dimanche, c'était un week-end. Pas de transport scolaire, pas d'entreprise qui tourne. Seulement pour une nuit et une matinée pour assurer finalement la sécurité d'une ville et d'une vallée. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Hein. Un pont, une ville, une vallée, et notre pont est vieux. Et même le Tour de France, un week-end, en a frémi. Et j'imagine qu'il y a derrière eu un travail, et d'ailleurs aussi à souligner. Je connaissais, moi, le dossier du vieux pont. Et il faut avouer que je m'étais dit, tiens, toute la caravane sur le vieux pont, on m'a dit que les embouteillages, c'était pas génial. Non, 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 non. La caravane, à la sortie de l'autoroute, elle n'est pas passée par le vieux pont. Nous, on les a tous vus passer devant chez nous. Ils sont passés par Montréas. Voilà. Et alors, notre sécurité, et celle de tous, lorsque nous en avions parlé en 2021, nous avions alerté le préfet en disant « Mais en cas de pépin, en cas de souci, je crois que c'était déjà d'actualité et ça l'est encore plus aujourd'hui. » Merci Cathy. Tu es bavarde, il n'y a rien à faire. Non, mais c'est bien. C'est toi qui dis ça. C'était instructif. Alors maintenant, on va parler avec Nicolas, qui est, je le rappelle, coprésident de la CAC, de l'Association des commerçants et artisans de Céré. On va parler un petit peu d'économie. Et alors, moi, je ne suis pas comme certains qui répugnent à parler d'économie. Parce que dans une vallée, sans économie, il n'y a pas d'emploi. Sans emploi, il n'y a pas de création de richesse. Et sans création de richesse, qu'est-ce qu'on devient? On finit par mourir. On y meurt d'ennui. Voilà ce qui nous attend si on n'est pas capable de dynamiser nos commerces et nos artisans. Alors Nicolas, eh bien, je veux savoir exactement pourquoi vous êtes venu dans ce collectif. Vous avez pris une décision, je pense, commune avec l'ensemble du bureau, en référant à vos adhérents. Eh bien, pourquoi? Quelle est votre vision de la nécessité de ce pont pour le commerce cérétan et le devenir de nos commerçants? Alors, bonsoir à tous. Céré, en fait, c'est une ville où on ne passe pas, c'est une ville où on vient. Et c'est assez particulier. Ce qui fait que, pour vous dire sincèrement, moi, la première fois que je suis venu à Céré, c'était il y a plus de 25 ans. En fait, je me suis retrouvé à Reynes et j'ai loupé Céré. Et en fait, j'ai téléphoné en disant, mais c'est où? Parce que j'avais loupé l'entrée. Voilà. Donc, aujourd'hui, Céré, pour que ça reste une ville attractive, parce qu'on a la chance d'avoir une ville quand même qui est attractive, qui jouit d'une image qui est très positive ailleurs dans le département, mais l'accès reste problématique. C'est quelque chose qui revient régulièrement quand on interroge et les commerces et les commerçants qui accueillent du public et nos clients aussi. Pour beaucoup, venir à Céré, c'est quand même un long cheminement. Donc, on a des clients qui hésitent à deux fois en se disant que c'est bien loin. Alors, l'avantage que ça, c'est qu'on est juste assez loin de Perpignan pour qu'on ait une vraie vie de village et un centre-ville qui est particulièrement agréable et qui reste aujourd'hui doté de nombreux commerces. Mais c'est vrai que par rapport même à la structure de la commune, cette deuxième entrée paraît tout à fait logique en fait. On n'est pas en train de dire qu'on va doubler l'accès existant là où il est.
On veut juste avoir une nouvelle desserte qui permette d'avoir quelque chose qui va être plus cohérent et qui va permettre aussi, quand on voit aujourd'hui qu'on est en train de travailler avec la municipalité sur le nouveau plan de circulation, sur les circulations douces, etc., tout ça, ça peut se mettre en place aussi si on a ce deuxième accès qui permet d'avoir quelque chose de plus, de vraiment de plus cohérent sur l'arrivée à Céré. Donc cet aspect-là, je pense qu'aujourd'hui, tous les commerçants du centre-ville, ils sont sensibles. On sait que la répartition du collège, du lycée sur ce côté Montréas est logique aussi par rapport à ce nouveau pont. Les nouveaux aménagements que nous souhaitons en termes de stationnement, en termes d'accès à la ville, se fait aussi de ce côté-là. Donc du coup, ça nous paraît simplement logique de respecter ce que les citoyens ont demandé aussi, parce que sur le processus quand même de ce projet, je pense qu'on peut faire partie des projets qui ont été menés c'est pas une municipalité qui un jour a décidé de faire ça. Ça a été sur plusieurs élus, ça a été sur plusieurs maires et conseils municipaux qui se sont réunis. On peut dire que c'est relativement exemplaire qu'il y ait une votation citoyenne, qu'il y ait un projet qui soit mené comme ça et qui soit coupé simplement en un été par quelqu'un. C'est même pas le ministre qui a signé, je veux dire, c'est dans un bureau que ça s'est fait. C'est quand même un manque de respect par rapport à tout le travail qui a été fait et par le conseil général, et par la communauté de communes, et par les citoyens à l'ensemble. Nicolas, tu parlais justement, et à juste titre, parce que ce courrier que nous avons écrit, à la base, il était pour un ministre. Il était pour un ministre de l'aménagement du territoire et pour un ministre de l'écologie et du développement durable. Manque de peau, Béchu, dégagé, et la suite de Barnier, dégagé. Et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on aura un ministre. Donc aujourd'hui, force est de constater, remarquez, ça nous a fait économiser des timbres. C'est quelque chose de bon. Mais en attendant, quand même, quoi qu'il en soit, on n'a plus que le préfet vers qui se tourner. En attendant peut-être un gouvernement technique ou autre chose, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on n'a plus de pilote dans l'avion au sujet du développement durable et au sujet de l'aménagement du territoire. Donc, on est un peu dans l'incertitude. Et alors ça, c'est pas de notre fait, c'est pas de notre faute. Mais malheureusement, eh bien, les faits sont têtus, ils sont là. Et on n'a pas vraiment le choix et il va falloir peut-être attendre que l'on ait quelqu'un. Mais aujourd'hui, quand même, comme vous l'a dit Cathy, et je le rappelle, le temps presse. Le temps presse parce qu'on n'a pas le droit de l'embiner. Le pont vieillit, le pont s'altère et bien évidemment, eh bien, il va falloir faire quelque chose rapidement. Avant que l'on passe aux questions de la salle avec nos invités, je voudrais vous dire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va arrêter cette réunion à 20h. 20h, on arrête, on fait un stop. Avant toute chose, si tu le souhaites, Patrick, si tu souhaites t'exprimer sur ce pont, j'aimerais bien, plutôt que de poser une question, que tu puisses t'exprimer un temps un peu court, excuse-moi, mais un temps un peu court par rapport à ça. Et puis après, je souhaiterais aussi que les questions, ce soient des questions qui soient courtes, concises, et qu'effectivement, il n'y ait pas de tribune. Ce que l'on souhaite, c'est un échange, et un échange qui soit vivant avec les personnes qu'on a aujourd'hui la chance de pouvoir... on a la chance de pouvoir demander aux personnes qui sont là des choses si on veut savoir, des choses que l'on ne sait pas. Et donc ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez vivant et de relativement interactif. Patrick, oui, je t'en prie. En deux mots. Bon, d'abord, je vous remercie de me passer la parole. Je tiens à vous féliciter pour l'organisation de cette réunion et surtout pour la qualité des débats. Parce que comme tu l'as dit, Jean-Jacques, c'est pas du tout polémique,
c'est objectif, argumenté, et tout ce qu'on a entendu doit faire réfléchir l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle et au-delà, hein. J'espère que ces débats pourront être retransmis à la population qui n'a pas pu venir, hein. Je ne vais pas abuser du temps de parole, je préfère que ce soit la salle qui s'exprime. Simplement, je voulais rappeler que la liste que je préside a toujours été favorable à ce pont et que ça a été repris par plusieurs orateurs. Moi, depuis le début, je n'ai pas honte de dire que je considère que c'est un déni de démocratie. Quand vous avez, c'est contraire à la démocratie au niveau local, et il est complètement anormal qu'une décision de cette importance pour notre territoire et le territoire alentour ait été prise dans les conditions que vous avez évoquées, alors que le processus démocratique a été engagé, puisqu'il y a eu une votation largement majoritaire, particulièrement acérée, c'est vrai, mais également soutenue par l'ensemble des conseils municipaux concernés. Merci Patrick pour ta prise de position et merci surtout pour ton soutien. Allez, qui est... Monsieur là-bas, il y a... Alors on a plusieurs, mais on va. J'ai vu le monsieur d'abord là-bas. Qui c'est qui se charge de passer les micros? Christine, tu peux passer le micro, s'il te plaît. Et on va te faire travailler un peu. Oui, Christine, c'est toi. Ça marche? Bon, j'ai une question pour M. Garabé. Aussitôt arrivé à Matignon, M. Barnier a demandé aux préfets départementaux de faire un inventaire de quelques projets prêts à démarrer et qui étaient bloqués par l'administration afin de faciliter les mises en chantier dont nous avons besoin. Alors, pourquoi le pont de Céret n'apparaît pas dans cette liste? La liste à laquelle vous faites référence, c'est une liste, donc c'est une demande plutôt qui a été faite effectivement par les services de l'État, donc à l'ensemble des territoires de notre pays, à tous les départements. Il s'agissait en définitive de répondre certes à des besoins, mais surtout de contribuer au développement économique dans une situation qui n'était pas particulièrement facile. Et donc, pourquoi ce dossier n'a-t-il pas été retenu? Pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas abouti. Il y avait la procédure évidemment en cours, on sait ce qu'il est advenu pour l'instant de cette procédure-là. Et c'est la raison pour laquelle le préfet qui avait été sollicité donc n'avait pas émis un avis favorable à ce que ce dossier participe de l'ensemble des dossiers à présenter donc à Matignon. Voilà pourquoi. Il n'y a pas d'autre raison que celle-ci. Monsieur a posé une question là. Ça arrive, hein? Oui, c'est pour Monsieur Garabé aussi. C'était à propos de l'ancien pont, puisque donc il semblerait que à l'heure actuelle, les travaux qui seraient à faire soient dès à présent prévus, budgétés, que vous ayez un échéancier. Et je suis un peu étonné de ça. Déjà, on n'en a pas entendu parler auparavant. Je suis étonné aussi qu'on n'ait jamais entendu parler de ce pont avant l'opposition qu'il y a eu à la création du nouveau pont. Et aussi, je voudrais savoir, du coup, si il va y avoir des travaux qui vont être prévus sur, par exemple, le pont de Rennes sur la Baillère, sur le pont entre Amélie et Arles, sur le pont qui mène à Prats-de-Moyau, sur le pont sur la Tête à Villefranche. Voilà. Alors, sur le pont de Prats-de-Moyau, Robert, si tu permets, comme je suis un habitant, j'ai été longtemps un habitant du Haut-Val-Espire, vous avez un pont qui est à la montée de la Baïanouse et qui est juste avant le tunnel.
Ce pont a été radiographié il y a quelques années, il doit y avoir une dizaine d'années, par le conseil départemental qui s'appelait Conseil général à l'époque. Et ce pont, il s'est avéré qu'il avait d'énormes problèmes. Et la circulation a été bloquée pendant un très long moment. Et les gens de Prats de Moyo n'avaient d'autre solution que de passer par la petite route du Tech, l'Ayao, le col de Sauce, et de redescendre sur Prats de Moyo. Et croyez-moi, ça a duré un moment, et ça a été particulièrement éprouvant pour toute la circulation à cette époque-là, et je m'en rappelle très bien. Donc effectivement, déjà sur celui-là, il a été rénové. Il a été rénové parce qu'effectivement, il était défectueux. Vas-y Robert, pardon. Oui, non, mais tout simplement, effectivement, il y a des travaux à opérer sur de nombreux ponts, on le sait, toutes les études le révèlent. Ce n'est pas propre donc au département des Pyrénées-Orientales. S'agissant plus particulièrement du pont de Céré, puisque nous parlons du pont de Céré, il y a des travaux qui vont être engagés très très rapidement. Ça a été dit, il y a des infiltrations qui sont de nature à altérer la solidité finalement de ce pont. Et le département ne peut pas être en responsabilité dans cette affaire-là, quoi. Donc des travaux vont être engagés. Mais cela dit, il me vient à l'esprit quand même un complément de réflexion à celle qui a été opérée il y a un instant. Il faut que nous prenions conscience d'une chose très importante. C'est qu'il n'y a pratiquement qu'une seule voie d'accès à la ville de Céré. Si vous voulez accéder à la ville de Céré, autrement, il faut passer par Moréaz avec toutes les difficultés que ça poserait à traverser de ville. Il faut traverser Saint-Jean-Pas-de-Corps avec les difficultés au pont, bien que là j'ai demandé qu'on l'élargisse. Les travaux sont en cours, mais ça ne sera jamais suffisant. Et si un jour il y a un accident grave qui mobilise des travaux pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comment accède-t-on à la clinique de Céré dans les urgences ? Comment y accède-t-on ? Grave difficulté. Et comment accède-t-on au collège, etc., dans de bonnes conditions ? Donc de gros problèmes peuvent s'inscrire en perspective. Donc c'est très 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 important de prendre en considération quand même ces éléments. Alors par ailleurs, concernant le nouveau pont, il faut bien aussi le dire que ce pont s'inscrit dans le cadre, je dirais, d'une réflexion d'ensemble du développement des mobilités sur notre territoire. On ne peut assurer le développement d'un territoire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démographique, même si on n'est pas personnellement partisan d'un développement démographique à outrance. Mais il est certain que si on ne développe pas un petit peu notre démographie, nous allons avoir des problèmes de maintien, je l'ai déjà dit, de services publics. Donc il est indispensable, donc, dans ces conditions, de mettre tout en œuvre pour assurer donc, ce développement. Et cette réflexion d'ensemble a conduit le département à quoi ? À positionner le pont de telle sorte qu'il puisse desservir dans de bonnes conditions la plateforme économique de Céré, très important. Deuxièmement, de pouvoir se brancher sur un autre projet auquel réfléchit le département. Il y a d'ailleurs une association qui s'est créée sur Céré, du RER, ce qu'on va appeler le RER catalan. C'est-à-dire donc la voie de chemin de fer et du transport par voie de chemin de fer avec l'implantation d'une mini-gare au droit pratiquement du futur pont. C'est-à-dire que nous aurions un ensemble sur le même site de voies d'accès qui serait de nature finalement à répondre à nos besoins, tout en assurant le développement harmonieux du territoire et en positionnant par là même cette partie de la ville de Céré au cœur de la communauté de communes. Moréaz pouvant y accéder aisément, Saint-Jean-Pas-de-Corps également, Amélie, Céré, voilà. Donc nous aurions ce positionnement au cœur de la communauté de communes. Donc c'est une réflexion d'ensemble qu'il faut avoir et c'est comme cela qu'il faut prendre en considération également ce dossier. Donc faciliter donc, les transports tout en répondant aux besoins que nous exprimons depuis un certain nombre d'heures, de minutes maintenant et qui sont indispensables au développement et au bien-être de l'ensemble des citoyens de notre ville et des villages voisins. Une autre... Oui, je voulais faire remarquer à M. Garabé qu'il va bien au-delà des réponses aux questions qui nous ont été posées.
et qui n'a pas répondu à la question. En fait, le sens de ma question était de savoir si plusieurs ponts dans le département, en fait, sont dans la même situation que le pont de Céré, c'est-à-dire qu'ils sont des ponts uniques pour desservir les secteurs qui sont en amont. Par exemple, c'est le cas de celui de Villefranche pour la liaison entre la Plaine et la Cerdagne. Et c'est le cas également de celui d'Arles, par exemple. Donc voilà, je voulais juste faire remarquer qu'il est étonnant que la problématique de la vétusté du pont actuel de Céré sorte maintenant. Est-ce que sur les autres ponts qui présentent la même problématique, vous avez quelque chose à dire? S'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne la vétusté, aujourd'hui, ce qui nous inquiète et ce qui nous réunit ici, c'est le pont de Céré. C'est le pont de Céré et c'est l'état de ce pont de Céré. C'est-à-dire, franchement, il y a une problématique sur l'ensemble des ponts et je vous conseille d'acheter Bâtirama. Il y a un article magnifique qui va répondre à toutes vos questions parce qu'il y a le classement des ponts et malheureusement, il y a 80% aujourd'hui des ponts qui sont classés 3 en France et donc la majorité de ces ponts doivent recevoir des travaux importants. Donc ce n'est pas un problème qui touche effectivement que Céré, ça touche beaucoup d'endroits, mais aujourd'hui ce qui nous amène ici et ce qui m'amène à moi particulièrement, c'est la problématique de Céré, monsieur, et c'est la problématique du Val-Espire. Donc moi je suis Val-Espirien, je suis pour mon territoire et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir de mon territoire. J'ai une question là-bas. Bonjour, Prat Gérard, je suis membre de Parole de Cérétan. Et là, je viens d'entendre parler un monsieur qui dit qu'on n'a pas parlé du problème du pont. Nous, on en a parlé dès la création de notre association. Donc, ça fait à peu près 4 à 5 ans, quoi. C'était récurrent et de toute façon. Moi, je voulais dire une chose. C'est que depuis qu'il y a opposition et contre le pont, il y a 2 langages. Mais le langage opposant, on n'entend jamais parler de l'être humain, du citoyen. Celui qui ferme toutes les fenêtres parce qu'il y a de la pollution. Celui qui, chaque matin, qui met un coup d'essuie-glace, voit un trait noir sur son truc, qui amène les enfants à l'école sur l'avenue du Maréchal Foch, qui respire toute cette merde, ces particules, ce bruit, etc. Mais où est l'être humain là-dedans ? Alors nous, il ne faut pas croire, nous sommes écologistes, tous les citoyens sont écologistes. Et nous ne nous en servons pas pour faire de la politique. Nous sommes pour le pont, pourquoi ? Pour équilibrer socialement, écologiquement, la ville de Céré. Et c'est essentiel, le maire l'a dit, l'harmonie, ou monsieur Garabé, il y a une harmonie à avoir. Et chaque citoyen, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui est pour la mort de la loutre, de la tortue ? Je ne crois pas, non. Même ceux qui sont pour le pont. Mais c'est débile, ça. Il faut respecter l'être humain. Déjà, l'être humain s'est prononcé dans un conseil municipal, dans un conseil départemental, dans un vote. Et on n'en prend pas compte. La lettre du préfet au gouvernement dit qu'il y a destruction de la nature et par rapport à ça, le pont est inutile. Alors je demande à quelqu'un, par exemple de l'opposition, s'il veut répondre, pourquoi on ne parle jamais de l'être humain et du malheur de tous ceux qui habitent tout le long de cette route. Voilà. Allez, on passe à une... Monsieur en bas. Christine, je suis désolé, on te fait beaucoup marcher. Ah, vous en avez un, parfait. Christine, non, c'est pas la peine. Alors, ça sera plus une réflexion qu'une question. En fait, j'ai été 8 années commissaire enquêteur auprès du tribunal administratif de Montpellier. L'insécurité juridique de la décision du préfet me paraît mise en cause personnellement, car elle est fragile. Et j'ai bon espoir personnellement qu'avec un recours devant le tribunal administratif, ça puisse être remis en cause. Bon, j'ai travaillé un peu avec Cathy Delost sur ce sujet, donc personnellement j'ai bon espoir. Voilà. Merci pour votre témoignage. Question ? Ah, Gérard, allez.
Oh, tu sais, avec toi, on peut s'attendre à tout, au meilleur comme au pire. Je te connais depuis trop d'années à toi. Exactement. Alors, à question courte, réponse courte aussi, s'il vous plaît. Monsieur Garabé, comment se fait-il que la déviation d'Estagel, décidée dans des termes de... Ah oui, a été aussi rapidement exécutée, alors que ici, le Villespierre attend ça depuis plus de l'an 2010 peut-être, mais même bien avant. Et Estagel, ça a été fait à grande vitesse pour une circulation qui est au minimum 4 à 5 fois inférieure que celle qui traverse Céré et sur laquelle, cette route, il n'y a aucun poids lourd en transit autorisé. Merci d'une réponse brève. Écoutez, moi je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Je m'intéresse au pont de Céré, moi, avant tout. Hein. Mais bien sûr. Mais vous comprenez bien que mobiliser 30 millions d'euros, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut le faire avec beaucoup d'aisance. Et deuxièmement, il y a des études préalables qui ont été opérées, qui ont nécessité évidemment du temps. Mais pour votre information, vous voyez, la déviation nord-sud du Boulot, elle a été faite rapidement. Je m'en étais inquiété à ce moment-là. Elle a été faite très rapidement parce qu'elle posait beaucoup moins de problèmes que le pont de Céré. Et voyez-vous, s'il n'y avait pas autant d'opposition, une opposition qui regrettera d'ailleurs d'avoir pris ses positions dans les années à venir, on en reparlera, eh bien ce dossier peut-être aurait beaucoup plus avancé et serait actuellement peut-être mieux positionné. Alors, Gérard, je vais te faire une réponse rapide par rapport à Estagel, parce que c'est une route qu'un temps, j'ai fréquenté énormément pour mes activités professionnelles. Et je peux te dire que la traversée d'Estagel n'avait rien de commun avec la traversée de Céré. Pas en termes de flux, mais en termes de difficulté. Et j'en veux pour preuve que, tu sais, juste après la station qui a fermé, il n'y a plus une maison habitée. Le quartier a été déserté des deux côtés de la route parce que les gens ne pouvaient même plus ouvrir leur moustiquaire. Tu sais, la fameuse moustiquaire catalane qui s'ouvre à l'extérieur des maisons. Eh bien, les gens, ils ne pouvaient plus l'ouvrir sous peine de l'avoir s'envoler sur le capot d'une voiture. Donc, c'était une déviation qui était d'une nécessité absolue. Et crois-moi que les gens d'Estagel, chaque jour qui passe, remercient d'avoir eu cette déviation. Et s'ils l'ont eu rapidement, eh bien, bien à eux, bien leur en vaut, est vraiment extraordinaire déviation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même chose à Céré. Une autre question? Il n'y en a plus? Si. Allez, la dernière. Oui, bonjour, messieurs, dames. J'aurais voulu savoir une chose, c'est le coût réel de ce pont, sachant que la prévision qui a été faite de 30 millions d'euros a été faite il y a déjà quelques années. On a eu le Covid qui est passé dessus, on a eu des augmentations importantes, on a une personne qui est assez dans le bâtiment et qui peut nous dire que les coûts ont vraiment augmenté. Donc les 30 millions d'euros que vous prévoyez aujourd'hui, sont-ils encore valables? Alors justement, Robert, excuse-moi encore une fois, mais je te laisserai répondre après. Je voudrais répondre là-dessus. Justement, vous savez, dans le BTP, nous avons des révisions de prix. Et nous avons un index de révision de prix. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, après le Covid, on a connu une explosion de cet index. Ça s'appelle le BT. Eh bien, le BT, figurez-vous, consultez-le, il remonte à 3 mois en arrière, parce qu'il est fait 3 mois toujours en retard par rapport à la date réelle. Il s'est effondré. Et croyez-moi, aujourd'hui, on achète les choses. Ben non, mais faites pas des bras. Vous ne faites pas ça, monsieur. Vous me dites que je suis effectivement 40 ans de bâtiment. J'ai été président de la fédération départementale et président de la fédération régionale du bâtiment. Je connais ça sur le bout des doigts. Eh bien, les index BT ont baissé. Et aujourd'hui, par la force de la concurrence, vous savez que bon nombre d'entreprises se battent et on observe dans le bâtiment, il y a ici des spécialistes de bâtiment que je connais, on observe des prix qui sont à la baisse totale. Après, et là vous avez raison, après avoir eu une hausse importante, malheureusement, les prix s'écroulent et on est à une baisse, même du ciment. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. Non.
Robert, tu peux répondre si... Tout simplement, tu as tout dit, il n'y a pas eu de réévaluation pour le moment. Nous mobilisons 30 millions d'euros. C'est le chiffrage qui a été opéré et puis nous verrons bien. Là, il y a les marchés publics, la procédure des marchés publics sera suivie et nous verrons bien ce que donnent évidemment les offres des entreprises. Voilà. Donc moi, je ne vais pas vous répondre là-dessus. Ça nécessite évidemment un examen approfondi du dossier à la lumière de la situation économique de notre pays. Et puis ça va dépendre aussi de la technique qui va être employée, notamment parce qu'il y a plusieurs techniques pour faire ce type de pont. Donc peut-être on aura une entreprise qui arrivera et qui permettra... Non monsieur, c'est terminé, c'est 8 heures. On avait décidé, excusez-moi, c'est 8 heures. Mais 2 minutes, c'est 2 de trop. C'est 8 heures. Allez, je vous laisse une minute. Allez. Oui, merci. C'était juste pour savoir dans quelle mesure cette nouvelle entrée sur Céré peut améliorer l'accès aux moyens et au Haut-Val-Espire. Voilà, c'est tout. Ce qui concerne Céré, c'est 20 000 véhicules le jour qui empruntent l'axe actuel, donc qui passent par l'avenue du Val-Espire. Aujourd'hui, sur ces 20 000 véhicules, il y en a pratiquement entre 6 et 8 qui pourraient basculer sur le pont, donc soulager cette entrée, en sachant que, et ça vous l'avez constaté, et c'est ce qu'on évoquait avec Jean-Jacques sur l'aspect économique, c'est qu'aussi on a une extension de la zone d'activité. Après, la question, elle est qu'est-ce qu'on veut faire de nos territoires? Est-ce qu'on veut continuer à y vivre, à y travailler, ou est-ce qu'on veut, et c'est des stratégies et c'est des politiques, et ça rentre sur un domaine de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'on veut que ça devienne dans quelques années comment ouais, Michel, si tu permets, on a fait un comptage. Oui, on a fait un comptage qui est tout à fait récent. Alors ce comptage, il démontre, à ma grande surprise d'ailleurs, il démontre qu'il y a 60% de véhicules. Vous avez le monsieur qui a fait le comptage, il est là, il porte la casquette. Si vous le contestez, vous pouvez le lui dire à lui. Mais moi, je ne le conteste pas parce que je pense que c'est un homme éminemment honnête. Alors, sur les véhicules qu'on a comptabilisés, on a 60%, et là j'ai été étonné, qui vont à Céré. Et il y a donc 40% qui prennent le pont et qui vont du côté du Val-Espire, l'ancien, qui passent sous l'ancien pont. Et sur ces 60% de circulation, on estime, et alors évidemment, là c'est une estimation, je vous l'accorde, mais on estime qu'il peut y avoir 40% de ces 60 véhicules qui pourraient se diriger vers le pont. Donc on a les chiffres, on pourrait vous les donner, mais on a les chiffres précis. Donc ça fait quand même un sacré appel d'air pour cet axe du Val-Espire. Et donc fatalement, ça permettra de désengorger cette entrée de Céré. Vous savez, pourquoi le Haut-Val-Espire soutient ce pont? Pourquoi le Haut-Val-Espire? Pourquoi les maires du Val-Espire le soutiennent? Madame, ne dites pas non, vous ne le savez pas. Les maires se sont prononcés. Et donc, fatalement, ils le soutiennent parce qu'ils y voient un intérêt. S'ils n'avaient pas un intérêt quelconque, ils s'en foutraient comme dans 40 du pont, excusez-moi. Mais ce n'est pas le cas. Donc Claude Ferré n'a pas pu être là. Je pense qu'il sera là lors d'une prochaine réunion où on aura l'occasion de se rencontrer pour faire un point d'étape. En tout cas, et en conclusion, je voulais remercier tout le monde d'être venu à cette réunion. Je sais qu'on ne convaincra pas les personnes qui s'opposent. Notre but, c'est des gens qui ne savaient pas, c'est d'apporter de l'information, c'est d'apporter une vision d'avenir. Et croyez-moi, on ne lâchera rien. Rien. On ira au bout. On mènera des actions. Et on fera de la publicité. On sera présent sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi, vous nous reconnaîtrez. Et à l'avenir, pensez que Oui au pont existera et gagnera. Et juste un mot. Quel ? Juste un mot, vous avez un apéritif qui vous attend juste derrière. Voilà, offert par la municipalité.